Allez, bonjour. Oh là, par contre, quand je parle un peu fort, attendez, je vais me baisser un tout petit peu. Ouais, alors. Ouais, salut tout le monde. Bonjour. Bon, c'est bon. Ah, mais pour moi, Cannes représente un des plus grands festivals au monde du cinéma. Le chef-d'œuvre, comment vous connaissez mon nom? J'ai vu le début du film. C'est un scandale! Un scandale! Nous déclarons le 71e Festival international du film de Cannes ouvert. Bonjour et bienvenue dans Nos Ciné Spécial Cannes, épisode 3. Je suis David Honora et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve une fois de plus en direct de Cannes et de la quinzaine des réalisateurs qui nous accueillent sur la Croisette. Une vue magnifique. Alors on va pas vous mentir, il pleut sur Cannes, là on a le droit à un petit rayon de soleil. J'ai attrapé un rhume. Mais ça ne nous empêche pas de voir pas mal de films et on va en parler aujourd'hui. Et à mes côtés, Arnaud Bordas. Salut Arnaud. Salut David. Comment ça va Arnaud ? Bah écoute, ça va, un peu enrhumé comme toi, mais ça va. Il fait bon dans les salles quand même, donc voilà. Ouais, il faut tenir à la fois la pluie et la clim. C'est un peu trop bon dans les salles des fois. Et oui, et il vient d'arriver. Il s'est introduit dans ce podcast par effraction. Hugo Alexandre avec moi. Salut David. Qui a eu le temps de sécher avant qu'on lance l'enregistrement. Alors on avait prévu pour ce numéro 3 une émission spéciale trip cinématographique avec un diptyque plutôt intéressant, avec d'un côté Climax, le nouveau film de Gaspard Noé, et puis de l'autre le nouveau tirage 70 mm de 2001 l'Odyssée de l'espace qui était présenté ici à Cannes par Christopher Nolan. Mais les aléas du festival étant ce qu'ils sont, on n'a pas pu voir tous les deux films, donc on va aussi parler de pas mal d'autres choses vues ailleurs, un peu partout, que ce soit de la compétition, de leur compétition, du marché du film, et on va dérouler un petit peu ça, vous donner envie, vous parler des pépites découvertes pendant ce festival. Mais on va quand même pouvoir un petit peu parler donc du programme prévu initialement, et en premier lieu de Climax de Gaspard Noé, parce qu'on l'a vu tous les deux avec Hugo au matin à la fraîche, à la quinzaine des réalisateurs. Il y avait pas mal de presse qui s'est déplacée ce matin-là. Y compris certains qui sont restés sur le carreau. y compris certains comme Arnaud, voilà, qui a pu témoigner du fait qu'il y avait du monde et de l'envie pour voir le film. C'est que c'était difficile de rentrer. Est-ce que tu peux nous raconter, Hugo, un peu de quoi ça parle et nous décrire un petit peu le film et puis ce que tu en as pensé? Ouais, on en savait très peu sur ce film avant d'entrer dans la salle, parce qu'il y avait eu juste quelques tweets de Vincent Maraval qui disait que... Des tweets un peu cryptiques, parce qu'il disait 8 pays, 23 cobayes, enfin on ne comprenait pas très bien de quoi il s'agissait, et même après avoir vu le film, c'est pas forcément évident de retrouver exactement ce à quoi ça correspondait. En fait, il se trouve que c'est un film sur une troupe de danseurs qui donc les 23 cobayes, a priori c'est ces 23 danseurs. C'est sûr, ouais. C'était un peu du marketing à la Wild Bunch. Qui font une soirée, enfin ils répètent un spectacle à venir, et ils sont dans un local dans lequel ils répètent, et ensuite ils font une petite soirée soirée sangria. Une petite soirée sangria, et cette soirée va dégénérer comme souvent chez Gaspard Noé, et donc tous ces gens-là vont commencer à subir une sorte de trip hallucinatoire qui va les mener très très loin, qui va les mener à des mouvements de caméra comme souvent chez Gaspard Noé, dans tous les sens. Qu'est-ce que tu as pensé du film? J'ai trouvé ça très bien. C'est-à-dire que Gaspard Noé, j'ai l'impression que Gaspard Noé, quoi qu'il en dise, a jamais grand-chose à raconter finalement. Alors là, lui, il dit qu'il a fait un dossier de presse très très exhaustif où il raconte exactement quel était son point de vue, son intention. Et donc en gros, c'est un film sur la vie et la mort, voilà, tout simplement. Et moi, je ne retrouve pas vraiment ça dans le film. Je retrouve juste un trip hallucinatoire, comme il sait très bien faire, comme il l'avait déjà fait dans Enter the Void, qui était un peu ce même genre de film où c'était vraiment l'expérience visuelle qui faisait tout l'intérêt du film, selon moi en tout cas. Où la première heure d'Enter the Void, c'était vraiment pour moi éblouissant. Et puis après, vu que je ne comprenais pas très bien de quoi il était question, on finissait par s'essouffler un peu.
Là, le film est beaucoup plus court, il dure qu'1 heure et demie, donc on n'a pas vraiment le temps de s'essouffler. Et donc il reste que ce trip, cet écrin pour le sens de la mise en scène de Gaspard Noé qui est quand même très très présent. Qui est quelque chose de, c'est vraiment son point fort, quoi. Il a le sens de la mise en scène, il a le sens du mixage sonore aussi. Je trouve que en plus ça raconte une soirée presque en boîte, une fête en fait. Et donc du coup il y a de la musique, il y a des fois on s'éloigne un peu de la salle où il y a la musique, donc le son est plus étouffé, on suit des personnages qui déambulent dans les différentes salles de ce local, et en fait il y a vraiment une ambiance qui est hyper bien comment dire rendu, quoi. Ouais, effectivement. T'as vraiment l'impression d'y être et de vivre ce trip avec tous ces gens là, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis. J'ai vu des tweets d'ailleurs à ce sujet-là qui se demandaient. On sait que Gaspard Noé s'intéresse pas mal à la VR, et on peut presque se demander si à l'origine ce projet avait pas possiblement été pensé pour une expérience en réalité virtuelle, parce que c'est vraiment, donc c'est un pur film de danse, et notamment il y a une séquence au début du film en plan séquence ou faux plan séquence. Enfin, j'ai vu quelques points de raccord potentiels qui est vraiment hallucinante et qui est complètement portée par la performance des acteurs, donc qui sont des vrais danseurs. Et en fait, comme on est en huis clos, dans ce truc enfermé au milieu d'une tempête de neige, a priori, on peut s'imaginer qu'il y aurait quelque chose à vivre là-dedans, et en tout cas c'est l'expérience qu'on en fait. Après, moi je trouve que le film trouve ses limites en fait un peu dès que les personnages prennent la parole, même si il y a quelque chose d'assez intéressant, notamment dans la manière dont sont présentés les personnages. Au début, ils ont une sorte de petite présentation intro face caméra qui est plutôt pas mal, et donc on a des personnages assez typés, assez marqués, qu'on arrive bien à identifier. En revanche, moi je trouve que là où le film arrive un peu sur ses faiblesses, c'est au moment où on bascule du pur film de danse à ce qui lorgne un peu plus vers le film de genre, voire le film d'horreur, parce que je trouve les enjeux sont un peu trop faibles. C'est-à-dire qu'on ne s'inquiète pas vraiment pour les personnages. Il leur arrive des sales trucs, mais à chaque fois c'est presque périphérique des mouvements de caméra, et comme vraiment le lieu central c'est la caméra, et c'est la caméra qui circule d'un groupe de personnages à l'autre, on peut en fait très facilement laisser tomber un personnage dans un coin et en fait s'en foutre un peu de ce qui lui arrive. C'est ce qui se passe, puisqu'on suit un personnage pendant 3-4 minutes, et puis finalement il croise un autre personnage qu'on se met à suivre à son tour, etc. Et Arnaud du coup... Moi, je l'ai pas vu, hein, encore une fois. Mais ce qui est intéressant, ce que tu dis là, c'est qu'il faut préciser quand même quelque chose. C'est un film qui a été tourné en 15 jours. Et Gaspard Noé, c'est quelqu'un qui a toujours été, qui a oscillé tout le temps entre le contrôle, qui utilise beaucoup d'effets. Ses films sont quand même très travaillés, tant au niveau sonore que visuel. Et en même temps, il cherche toujours à garder une certaine spontanéité, une liberté d'improvisation, tout ça. Donc je sais pas, celui-là je ne l'ai pas vu, mais vu comment il a été produit et tout, j'ai l'impression que ça penche peut-être plus vers cette sensibilité-là. Gaspard Noé dit lui-même qu'il a écrit aucun dialogue du film, donc que tout quasiment est improvisé. Donc ce qui se passe dans le film, je pense que c'était quand même prévu, mais tous les dialogues sont improvisés. D'après lui, après, je sais pas ce qui est vrai. Et ce qui est plutôt mieux d'ailleurs quand tu travailles avec certains qui sont pas des acteurs professionnels. C'est pas des acteurs pros. Et tu parlais de tempête de neige. En fait, la neige dans le film, qui est assez importante quand même, c'était pas prévu non plus. Et en fait, ils ont tourné à Paris, ils se sont rendus compte qu'il neigeait un jour, ils se sont dit tiens, on va faire des plans. Et finalement, ça ouvre le film, un plan dans la neige super beau. Et ouais, effectivement, c'est pas mal improvisé, donc du coup, c'est peut-être aussi ça qui fait qui donne ce côté, qui donne l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu, c'est que en fait, c'est vraiment l'expérience sensorielle qui est importante plus que l'intrigue finalement. Ouais, c'est ce que j'allais dire, et juste pour boucler sur la musique, effectivement, il y a du coup il y a énormément de titres différents qui s'enchaînent, et c'est un DJ set permanent qui fait qui travaille beaucoup sur. Enfin, il y a des très très grosses basses qui ça pour le coup, je pense que c'est bien calculé, parce que ça tombe vraiment
bon endroit, au bon moment. Il y a un petit window licker d'Aphex Twin qui tourne vraiment au moment où le plus adéquat, ou Rolling et Scratching des Daft Punk. Enfin, c'est vraiment... Bon, et alors du coup, pour boucler là sur Climax, je vais lire l'affiche, le slogan du dossier de presse qui dit vous avez méprisé Seul contre tous, haï irréversible, exécré Enter the Void, maudit Love, venez fêter Climax. Voilà la promesse faite qui par Gaspard a Noé. irréversible? Eh ben, je sais pas. Il paraît qu'à Cannes, il y a quelques années, les gens ont vomi à la sortie de la projection. Il y a même des traité menaces de mort nazis. sur Gaspard Noé. Voilà. Mais en tout cas, c'est effectivement, enfin, on se rejoint là-dessus sur l'expérience sensorielle. C'est quand même un truc assez hallucinant et c'est le genre de choses qu'on a envie de voir en salle. En parlant des choses qu'on a envie de voir en salle, du coup, j'ai eu la chance de pouvoir aller à la projection de 2001, l'Odyssée de l'espace, donc dans sa... donc c'est pas une version restaurée, c'est carrément un nouveau tirage à partir du négatif original, qui a été dans lequel Christopher Nolan a été en partie impliqué. C'est pour ça que c'est lui qui venait le présenter à Cannes. En gros, pour résumer, c'est aux spectateurs, ils vont avoir la possibilité de voir le film tel que l'ont découvert les spectateurs il y a 50 ans sur une copie neuve qui vient d'être tirée, quoi. Exactement. Et du coup, vraiment toute la séance, donc le film était projeté en salle Debussy, qui est donc la deuxième plus grande salle du festival. C'était en présence de l'acteur principal, de la fille de Stanley Kubrick. Et effectivement, le fait de vouloir représenter le film tel qu'il l'avait été à l'époque, donc il y a 50 ans, et aller jusqu'à... ils ont distribué une réédition du dossier de presse original, qui est magnifique. Et du coup, tout y était, c'est-à-dire que, y compris l'intro musicale sur écran noir. Alors on a des petits pompiers qui passent sur la croisette, mais a priori rien de grave. Donc oui, la musique pour rentrer dans le film au début sur écran noir avant que le film commence, l'entracte qui est calculé, qui est vraiment minuté et qui est sur la bobine qui continue à tourner. Il y a la musique aussi. La musique, etc. Et du coup, voilà, c'est vraiment une découverte. J'avais déjà vu le film il y a quelques années en numérique à la Cinémathèque. Ce qui est assez intéressant, c'est finalement on est plus si habitué à revoir des projections en pellicule, et sur les premiers plans du film, et en particulier sur le blanc, moi je m'aperçois que mon œil n'est plus habitué, et du coup je vois un petit peu le clignotement sur les plans très éclairés, le défilement des images, mais il y a un charme, enfin il y a un truc qui opère, qui est vraiment passionnant. Et se dire que ce film là a 50 ans, moi je trouve, à la fois je repense du coup tous les cinéastes pour qui ce film a été un choc, et Nolan le disait en introduction, il racontait que son père l'avait emmené à 8 ans voir le film, et que Gaspard Noé, ça avait changé sa vie. Gaspard Noé aussi, et vraiment énormément de cinéastes. Et en même temps, je trouve qu'il y a aussi un côté presque bloquant ou accaparant, intimidant, de se dire mais qu'est-ce qu'on peut faire après ça, quoi. C'est vraiment tu parles comme Jean-Jacques Goldman alors j'ai pas du tout la ref. C'est une chanson qu'il chantait. Qu'est-ce qu'on peut faire après ça, voilà. Eh ben, écoutez-la sur Spotify. mais voilà, donc je vous recommande, si vous avez l'occasion, le film a priori devrait en juin circuler un peu dans sa copie 70 mm. Malheureusement, c'est toujours très compliqué de trouver des salles de projection qui ont l'équipement, et puis le projecteur qui... A priori, il y aura une salle à Paris et la copie va tourner en France après. Donc voilà, il faudra suivre. Ça sera certainement un parcours un peu similaire à celui qui avait eu Les 8 salopards de Tarantino, puisque c'est le même genre de
projecteurs et de projectionnistes qu'il faut pour voir le film. Et voilà. Et alors, donc, du coup, on va passer complètement, et ça va être un peu comme ça la suite du podcast du Coq à l'âne. On passe de 2001 à un film coréen, qui était le film coréen en séance de minuit cette année. Il y en a assez régulièrement à Cannes. Je vais te faire une petite transition parce que. Arnaud va nous faire une transition. Non, mais ils ont récupéré la musique de Shining, la musique du générique de début, hein, pour la scène où le héros va rencontrer. Alors, c'est Kim Jong-il, le père, hein, non. Le fils, à l'heure actuelle, qui est au pouvoir en Corée du Nord, c'est Kim Jong-un. Voilà, et c'est son père, donc à l'époque, Kim Jong-un. Alors, tu vas nous parler du coup de The Spy Gone North de Yoon Jung-bin. Voilà. Yoon Jung-bin. Voilà, exactement. Gong Jak en version originale. Donc film d'espionnage, hein, assez long, qui je crois frise les 2h30, enfin ça doit être 2h20, quelque chose comme ça. Film d'espionnage tiré d'une histoire vraie qui raconte l'histoire d'un espion de Corée du Sud qui, dans les années 90, avait réussi à infiltrer la Corée du Nord afin d'espionner le programme nucléaire des Nord-Coréens. Voilà. Donc c'est évidemment des événements qui datent d'il y a une vingtaine d'années, mais qui résonnent beaucoup à l'heure actuelle, même si la situation est en train de se réchauffer entre les deux Corées pour l'instant. Mais voilà, au-delà de ça, c'est un film formidable, moi j'ai trouvé, qui est très étonnant parce que en général le genre le film d'espionnage est un genre en général assez ardu, voire austère. Parce que c'est un genre aussi qui brasse souvent des références géopolitiques assez complexes. Et c'est le cas de ce film, il se prive pas. Il vaut mieux pas cligner des yeux ou s'absenter même 30 secondes pendant les 20-30 premières minutes si on veut à peu près saisir tous les enjeux du film. C'est quand même très complexe, quoi. Il y a beaucoup de personnages. Mais une fois que c'est fait, le film nous emmène avec ces personnages et nous accroche à leur basque, quoi. Nous fait prendre fait et cause pour eux, surtout pour le personnage principal, donc. Et je veux pas rentrer dans les détails après, mais en gros, il va se développer une relation professionnelle entre lui et un des lieutenants principaux de Kim Jong-il, donc, et où on va voir que ces deux hommes, malgré tous les enjeux qui les dépassent et tout ce qui les oppose au début, vont essayer de s'acheminer vers quelque chose, vers une résolution qui puisse préserver l'intégrité de leurs deux pays, quoi. Et carrément, alors c'est très surprenant dans un film d'espionnage, parce qu'à mesure qu'on se rapproche de la fin, c'est de plus en plus émouvant. Et je sais que la scène finale m'a tiré les larmes, quoi. C'est très rare ça dans un film d'espionnage en général. Mmh. Donc voilà, c'est un vrai tour de force narratif. C'est un film qui dit des choses assez essentielles en plus sur notre monde actuel, je pense, comme le fait que le bloc de l'Ouest, auquel appartient la Corée du Sud, hein, que le bloc de l'Ouest a besoin de se fabriquer et d'entretenir avec leur propre complicité, de fabriquer, d'entretenir ses propres ennemis pour pouvoir survivre. Donc c'est un film aussi qui a un propos d'une richesse et d'une complexité peu commune, quoi. Et donc voilà, il y a tout ce qu'il faut, du fond, de la forme, et c'est quelque chose de très très ambitieux, enfin comme il y a de temps en temps encore des films d'espionnage, hein, chez nous en Occident, quoi. Mais je n'ai rien vu d'aussi ambitieux depuis bien longtemps dans le genre, quoi. Alors, du coup, Arnaud, toi, Le film va sortir en France. Hein. Le film sortira en France. Donc je rappelle le titre international, The Spy Gone North. Voilà, l'espion passe au nord, quoi. Voilà, mais on ne sait pas comment ça sera traduit, adapté en français. Et du coup, alors toi, Arnaud, c'était déjà le cas l'année dernière. Tu aimes bien à Cannes aller un peu fouiller le marché du film. Qu'est-ce que ça donne cette année ? Beaucoup de choses, hein. Le marché, c'est toujours intéressant, justement. Il y a toujours une part d'imprévu aussi, parce que c'est des films qui ne sont pas marketés encore, quoi, qui ne sont pas marketés pour les festivals. Donc c'est très libre, hein. Enfin voilà, c'est comme d'habitude, ça va de la série Z à des petites pépites, des films d'auteur, des documentaires. Il y a vraiment tout. Il y a beaucoup de séries Z aussi. Il y a certains genres qui prédominent plus que d'autres.
comme le Nicolas Cage. Je ne sais pas si vous connaissez le Nicolas Cage, c'est un genre à part entière. Il y avait au moins, je ne sais pas, cette année, entre les sélections officielles et le marché, je pense qu'il devait y avoir une quinzaine de films de Nicolas Cage. Tous n'étaient pas tournés. Juste, ça me fait penser, tu peux nous dire un mot, tu as vu aussi le Nicolas Cage qui était en sélection à la quinzaine des réalisateurs, Mandy, donc tu peux nous dire en 2 secondes. Mandy de Panos Cosmatos, qui est une grosse arnaque, moi je pense. D'accord. C'est-à-dire, c'est un revenge movie sur un type qui doit venger sa femme qui a été tuée par une secte. Il faut se taper d'abord 1 heure avant que sa femme soit tuée, avec des filtres rouges, des filtres bleus. Alors il y en a qui se répandent en disant « Ah, Argento, ah, Bava », dès qu'il y a des filtres colorés. Donc c'est très chiant la première heure. Et la deuxième heure, c'est le one-man show à Nicolas Cage qui picole, qui hurle, qui pleure, qui gueule comme un veau. C'est bien ça. Voilà, qui démastique les membres de la secte de manière particulièrement violente et gore. Et ouais, mais c'est dommage parce que moi je trouve que c'est un grand acteur expressionniste, Nicolas Cage, et il est devenu une sorte de monstre de foire, quoi. Et je voyais les gens rigoler hier soir, évidemment, parce que c'était fait pour se payer sa gueule, quoi. T'as un plan séquence fixe où il est en slip et chaussettes en train de picoler et de hurler, de pleurer, c'est ridicule. Et lui se prête à ça, évidemment, hein, aussi. Bah, c'est vrai que c'est à la fois un mème sur Internet, et comme tu dis, c'est devenu, on le voit au marché du film, un genre à part entière, quoi. Voilà, on aime bien aller se payer sa gueule devant des films. Donc je trouve que c'est un peu dommage, parce que même si lui prête le flanc à ça, ça reste quand même un grand acteur, il le prouve régulièrement, même y compris dans des rôles beaucoup plus sobres, comme Joe, là, le petit film qui était sorti il y a 3-4 ans. Là. Ouais. Peut-être qu'il aime tout simplement hurler dans les films. Non, mais moi je ne suis pas contre la démesure. Encore une fois, c'est un acteur expressionnel. Nicolas Cage, c'est un acteur spectaculaire dans son jeu, moi je trouve. Ouais. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus des grands réalisateurs comme avant qui portent ça. Enfin, tous les mecs qu'il a eu dans les De Palma, les Cohen et compagnie, John Woo et tout. Et maintenant, voilà, il est à la merci de gens comme Panos Cosmatos, le fils du réalisateur de Rambo 2 et le Cobra, qui aime bien faire des petits films mi-arty, mi-référentiels. Par exemple, là, les personnages, ils habitent à Crystal Lake, voilà. Donc, là, les fans de genre se tapaient du coude, mais en même temps, ça leur fait un bel objet intello comme caution culturelle à se mettre sous le coude, et voilà. Enfin bon, c'est ridicule, moi je trouve. Alors, donc je t'avais détourné de ta balade dans le marché du film. Voilà, oui, parce que ça c'était pas au marché. Mais donc le marché, oui, alors c'est parce que je disais, il y a beaucoup de films de Nicolas Cage, fait ou pas fait d'ailleurs, il en annonce énormément, beaucoup n'aboutissent pas toujours. Mais non, on peut noter cette année notamment les pays asiatiques sont toujours très présents, la Corée notamment, Hong Kong, hein, qui continue à annoncer ou à montrer des films d'action, des films de sabre, tout ça. Mais moi, j'ai trouvé que cette année, les Espagnols, qui sont là chaque année, avaient pris encore plus d'importance. Leur stand s'était encore agrandi. Et il y avait donc beaucoup de films à voir. Je vais essayer de faire rapide, mais il y avait un certain nombre de comédies. Moi, j'ai pu voir Sin Rodeos, le nouveau film de Santiago Segura, ce grand comique espagnol que peut-être certains fans de Guillermo del Toro ont pu apercevoir dans tous ses films où il y a toujours un petit caméo. Et donc là, il a réalisé et interprété, il a un petit rôle, l'histoire d'une femme qui est interprétée par l'excellente Maribel Verdú, qui avait joué dans Y tu mamá también d'Alfonso Cuarón et Le labyrinthe de Pan de Guillermo del Toro. Et donc, elle joue une femme qui n'arrive plus à mener sa vie, implose totalement, que ce soit par rapport à son mari, par rapport à son boulot, où on la traite comme une merde, tout ça. Et elle finit par aller voir une sorte de gourou, qui est joué par Santiago Segura, et qui lui propose un genre de liquide, de petite liqueur qui va lui faire arranger sa vie. À partir de là, tout ce qu'elle réprimait, tout ce qu'elle refoulait et qui l'écrasait totalement dans sa vie, elle va se mettre à l'expulser et à dire aux gens tout ce qu'elle pense. Et du coup, ça va totalement modifier sa vie. Alors, c'est pas ce que Santiago Segura a fait de mieux, hein. C'est dans un registre beaucoup plus léger, beaucoup plus grand public que les torrentés, les grosses comédies grâce autour de son flic ripou préféré. Là, il en a fait quand même 4 ou 5 de films. Mais c'est quand même assez étonnant le propos sur la société d'aujourd'hui, les réseaux sociaux, l'image des gens, tout ça. Il y a, sans que ça soit jamais pesant, hein, il y a un propos sur le formatage des gens à l'intérieur de notre société qui est assez jouissif dans le film, quoi. Voilà. D'accord. Après, j'ai noté Campeones aussi, de Javier Fesser, qui est le plus gros succès du box-office espagnol à l'heure actuelle. Alors, c'est comme diraient les vendeurs de comédie française, un feel-good movie.
parce que c'est insupportable ce terme, j'en ai ras-le-bol de l'entendre à chaque fois. Donc Campeones, donc c'est l'histoire d'un entraîneur de basket assez connu, très professionnel, mais en même temps assez arrogant et méprisant à l'égard des gens, qui fait une connerie, qui a un accident avec des flics sur la route parce qu'il a bu, tout ça. Et il est condamné par une juge, il va perdre tout, sa femme, son boulot, tout. Et la juge le condamne à des travaux d'intérêt généraux, à entraîner une équipe d'handicapés mentaux. Et donc il va se découvrir leur contact. Voilà, c'est le récit de rédemption sportive en les entraînant et tout ça. Donc moi, le truc que j'ai noté, c'était pas méga surprenant comme film, mais ce que j'ai noté quand même, c'est que c'est une comédie française comme une comédie espagnole, pardon, sur lesquels le genre de comédie espagnole sur lequel on pourrait prendre exemple nous en France, parce que c'est un film qui contient déjà pas mal d'émotions. Il y a notamment un acteur trisomique à la fin qui enfin c'est impossible de pas verser une larme aussi devant une scène qu'il a avec le personnage principal. Donc il y a beaucoup d'émotions, les personnages sont très travaillés sur la longueur. Et puis c'est un film mis en scène. Javier Fesser, c'est un réalisateur qui a fait un peu d'animation, un peu de live. Déjà, il avait fait notamment un gros film à succès espagnol, Mortadelle et Filemón, qui était tiré d'une BD espagnole très connue. Et il a une certaine énergie visuelle, ce type-là. Et donc, il y a beaucoup de mouvements de caméra toujours justifiés qui accompagnent le ressenti de ces personnages principaux. Je spoilerai pas, mais je pense notamment à la scène finale qui est superbement bien filmée, quoi. Voilà, et ça reste une grosse comédie populaire, encore une fois le plus gros succès actuel du box-office espagnol, mais ils ne s'interdisent pas de bien faire les choses. Alors ça me fait rebondir. Alors, déjà le film, je vois que le film sort en France le 6 juin sous le titre Champion, donc ils ont bien traduit, ça me fait penser, alors pour le coup, pour ma part, vraiment une bonne surprise. Alors tu dis, et je te rejoins complètement, pardon, que les comédies françaises nous habituent pas beaucoup à essayer de faire de la mise en scène et à essayer de vraiment bien travailler leur personnage. Et il y avait hors compétition Le Grand Bain de Gilles Lelouch qui, pour moi, est une excellente surprise et justement pour ces raisons-là. C'est-à-dire que il a bossé son truc, c'est mis en scène. Il y a un cast qui est vraiment excellent. Il y a Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poulvorde, Philippe Catherine, qui chacun trouvent un registre comique différent, et en particulier Benoît Poulvorde et Philippe Catherine sont vraiment, vraiment très drôles dans le film. Enfin, il y a des moments, enfin vraiment des moments de fou rire que j'avais pas eu depuis longtemps au cinéma. Vous pourrez certainement en entendre parler dans MDR parce que je l'ai vu avec notre ami Daniel Andreev. Et qu'il était mort de rire pendant tout le film, donc je pense que vous en entendrez parler. Le film sort le 24 octobre en France, et Hugo, je crois que ça t'a pas mal plu aussi. Ouais, et moi ça m'a pas tant surpris que ça, parce que Gilles Lelouch, il avait déjà fait un film que je n'avais pas vu, il y a très longtemps, c'est en 2002 je crois, enfin année 2000 en tout cas, avec un certain Tristan Roy qui s'appelait Narco, qui était déjà assez ambitieux dans la forme et déjà très drôle, et il y avait déjà Guillaume Canet et Benoît Poulvorde. Et donc là, il revient à la mise en scène, et effectivement, il y a de l'ambition. Et juste, j'ai pas dit de quoi parlait le film, et c'est un petit peu un lien avec Champion, d'ailleurs. C'est une équipe de natation synchronisée masculine, ça s'appelle Le Grand Bain, et donc c'est une bande de mecs un peu dépressifs qui se réfugient dans la natation synchronisée, et ça fait un peu film de bande, en fait, un peu... c'est un peu The Full Monty, mais avec un côté social un peu différent. En fait, il y a un petit aspect groupe de parole, c'est-à-dire que ces gars-là se réfugient vraiment dans ce truc, et en fait, chaque personnage a vraiment sa propre personnalité, chacun est vraiment écrit, et chacun est très bien incarné par leurs acteurs respectifs. Je pense notamment à Philippe Catherine, qui est pour moi vraiment la révélation du film, parce que on l'avait déjà un peu vu au cinéma, mais il avait des rôles... c'était un peu du comique ahuri, comme on peut l'imaginer. Et souvent, je trouvais qu'il a des rôles un peu artificiels, c'est-à-dire qu'il est un peu Philippe Catherine, alors que là, je trouve qu'il a un personnage auquel on peut croire. Oui, c'est ça, c'est pas tout à fait Philippe Catherine, mais il arrive
à habiter ce personnage alors que c'est pas tout à fait lui, c'est un mec un petit peu bête, attachant, et donc chacun a son propre créneau. Amalric c'est encore autre chose, Canet aussi, et vraiment donc il y a c'est très drôle, il y a une vraie mise en scène, il y a beaucoup de rythme, c'est quand même le plus important, surtout pour la natation synchronisée. Et donc, il y a même des petits moments d'émotion. Alors après, c'est quand même beaucoup plus drôle que... Enfin, je pourrais pas dire que j'ai lâché ma larme, mais il y a quand même une belle progression dans le film, et c'est une belle réussite, ouais. Effectivement, et une très bonne surprise. Arnaud, est-ce que tu avais encore des petites pépites du marché? Mon compte rendu du marché, bordel de merde. Bon, je voulais terminer surtout sur les Espagnols avec le grand film qui est, moi je crois avec le film coréen, ce sont les deux plus grands films que j'ai vus à Cannes cette année, quand même. C'est El Reino, c'est le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen dont vous aviez peut-être vu l'an dernier, qui est Dios nos perdone, qui était un polar lui sur la traque d'un serial killer par un duo de flics, hein. Et là, ça n'a strictement rien à voir, puisque ça nous raconte l'histoire d'un homme politique corrompu qui est joué par Antonio de la Torre, qui jouait déjà dans Que Dios nos perdone. Et donc, il joue un homme politique corrompu qui va chuter de son piédestal et décider d'entraîner le système qu'il a nourri pendant des années avec lui dans sa chute. Voilà. Donc, c'est le genre de récit assez classique dans le cadre du thriller politique, sauf que là c'est particulièrement bien foutu. Là aussi la mise en scène est vraiment très belle, quoi, et très impliquante surtout, et c'est un film surtout qui à travers son déroulé nous achemine part vers sa conclusion en rendant le récit de plus en plus tendu, de plus en plus parano, et jusqu'à un final dont je ne dévoilerai pas la teneur, mais qui réside simplement en un face-à-face entre deux personnages, et qui est proprement bluffant dans tout ce qu'il dit et dans tous les enjeux du film qu'il ramasse pour renvoyer à la gueule du spectateur ce qu'il peut penser, lui, sur ce genre de personnage. Moi, ça m'a carrément renvoyé au Network de Sidney Lumet. Je trouve ça vraiment brillantissime. Donc El Reino, j'espère que ça va sortir en salle. Ça sort encore une fois en Espagne en septembre. Je crois qu'il y a déjà un distributeur français de toute façon. Oui, puisque c'est le Pacte, hein, qui était coproducteur sur le film. Et donc j'imagine que ça va sortir en salle. Ça risque fort, je pense, de rafler tous les Goya en février prochain, là, en février 2019. Voilà, El Reino de Rodrigo Sorogoyen. Et puis pour terminer peut-être sur le marché et sortir de l'Espagne et revenir un peu chez nous, j'ai vu une petite perle de polar franco-belge qui s'appelle Bluebird in My Heart. C'est un film de Jeremy Guez, c'est son premier film comme réalisateur. Et Jeremy Guez, les amateurs de polar et de romans noirs le connaissent, parce qu'il a déjà signé plusieurs romans dans ce style-là, dont un qui avait été adapté en début d'année et dont il avait signé la co-adaptation au scénario, qui était le thriller Burnout de Yann Gozlan. Donc là, il fait ses débuts comme réalisateur avec un petit sujet relativement classique, hein. C'est un ex-tolard qui sort de prison et qui, chez la logeuse chez qui il est installé, il se lie peu à peu d'amitié avec la gamine qui est une ado, une sorte de Lolita paumée dont le père est en prison, donc elle va essayer de retrouver une sorte de père de substitution en ce gars-là. Lui, c'est un gros dur assez taiseux, mutique, et qui, lorsque la gamine va être violée par un trafiquant de drogue, va laisser la bête ressortir, quoi. Voilà, donc c'est un film assez violent, mais en même temps gorgé d'humanité. C'est un film avec beaucoup de cœur, qui a une approche de ces personnages assez pure, assez touchante, et qui est largement renforcée par la performance des deux acteurs, notamment Roland Moller, dont je pense qu'on va beaucoup entendre parler dans les années à venir, qui est un acteur qui a fait de la prison dans la vraie vie, hein, donc c'est pas trop un rôle de composition, et c'est un type avec un physique assez impressionnant, qui a un charisme dingue, qu'on a déjà aperçu dans quelques blockbusters comme Atomic Blonde avec Charlize Theron, et donc je pense qu'on va le revoir à l'avenir. Et puis la petite Lola Lelan, qui est époustouflante dedans, qui arrive à faire dans une même scène à faire
passer son personnage par un peu toute la gamme des sentiments, quoi. C'est une actrice assez étonnante. Voilà, Bluebird in My Heart, je sais pas quand est-ce que ça sortira en France là aussi. Mais vu la qualité du film, ça m'a fait penser à une sorte de Audiard, un peu de Jacques Audiard, mais en plus sec. Parce que c'est souvent très dilaté, Jacques Audiard, donc en beaucoup plus sec. Le film dure à peine 1h25, je crois. Ça fait penser à une sorte de polar hard-boiled un peu, mais à la française, dans un contexte social assez marqué. Voilà, c'est vraiment à voir, et j'espère qu'il y a un distributeur qui va nous sortir en France. Et alors du coup, avant de conclure, j'ai trouvé quelques compléments d'informations concernant El Reino. Donc c'est effectivement le pacte Calais droit. Il n'est pas encore daté, mais donc du coup c'est à peu près sûr qu'il sortira en France. Et je voulais juste dire un mot sur alors moi j'ai pas vu le film, mais je vois que l'actrice principale c'est Barbara Leni, qu'on a vu aussi. Et pour moi c'est la seule qui tire à peu près son épingle du jeu dans le film d'ouverture d'Asghar Farhadi. Elle a un second rôle, mais elle est vraiment excellente. Dans un film qui a des problèmes de scénario, enfin bon, sur lequel on va pas revenir, et elle a une grosse présence à Cannes puisqu'elle était aussi dans le film Petra à la quinzaine des réalisateurs. Voilà, c'est une actrice espagnole à suivre. Le casting entier du film est vraiment super. C'est vraiment un très très bon directeur d'acteur, Sorogoyen, je pense. Voilà, on est arrivé au bout de cette émission. Merci Arnaud, merci Hugo, merci à tous d'avoir écouté cet épisode 3 de Nos Ciné Spécial Cannes. Un grand merci à la quinzaine des réalisateurs de nous accueillir ici. En plus, là, le rayon de soleil est devenu majestueux. On a une vue superbe sur la mer. David va aller se baigner. Je vais peut-être à la fin de mon rhume. Un grand merci aussi à Camille, Alban et Quentin pour la prod et le son. Retrouvez-nous pendant tout le festival sur binge.audio, Apple Podcast et toutes vos applis de podcast. À très vite. À quel moment ça a merdé ? C'est-à-dire que vous êtes là, vous êtes au Festival de Cannes, mais clairement vous n'êtes pas du bon côté. Binge.